Surprise, le Mac Mini est de retour après 4 années sans mise à jour, ce qui laissait penser à un possible abandon. Le petit pavé à la pomme croquée revient en grâce dans une version bodybuildée qui veut faire de l'ombre à l'iMac Pro. Alors, à qui s'adresse le mini ordi d'Apple? Est-ce la bonne affaire du moment? Débat. Enfin, le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42 l'école qui forme les futurs talents de la tech avec moi en plateau dans le studio 42, un consultant en stratégie numérique, mon ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as le Mac Mini devant toi. Oui, il est tout petit, regarde. Il reste encore un petit pavé. Je pense on exagère un peu, mais on ne va pas trop avancer sur l'émission. On va parler du design dans un instant, avec notamment en duplex de Lausanne, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, tu vois, la semaine dernière MacBook Air, cette semaine Mac Mini, bientôt le Mac Pro Tour. En fait, on est en 2010, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un revival de l'année 2010. Alors Duplex, un chroniqueur historique de cette émission, notre spécialiste du monde PC qui va comparer le Mac Mini avec l'état de l'art sous Windows. Bonjour Julien Gay. Bonjour Olivier, tu vas bien? Moi, ça va très bien. Tu nous as préparé des petites sources de comparaison avec les NUC d'Intel notamment, c'est ça? Quelques-unes, rapidement. Oui. Voilà. Enfin, une nouvelle tête dans cette émission, notre nouveau community manager, Florian Chambol. Bonjour Florian. Bonjour Olivier, merci à toute l'équipe pour votre accueil. Alors c'est une première pour toi cette semaine, on te souhaite bonne chance, mais tu n'es pas tout seul. Saluons également Virgile Perron qui va te succéder une semaine sur deux à ce micro. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer par toi, en place au sondage de la semaine. Le sondage de la semaine avec Florian. Eh bien oui Olivier, le chiffre de la semaine, c'est la réponse à la question que nous vous avons posée sur Twitter, sur le Twitter dont refait le Mac, #ORLM. La question était, avec l'omniprésence des ordinateurs portables, avez-vous encore l'utilité de l'ordinateur de bureau? Alors, vous avez été 244 à voter et on est sur un 50-50 parfait, à savoir 50% de personnes oui, 50% de personnes non. Ouais. Le déclin de l'ordinateur de bureau semble en effet inévitable, mais pas forcément dans le sondage. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes de toute façon. On peut faire plein de choses avec son téléphone, on peut faire plein de choses avec son iPad, on peut faire plein de choses avec un ordinateur portable, avec un ordinateur de bureau aussi. Les usages, que ce soit d'usage professionnel, quand on fait du son, rien ne remplacera un grand écran. Quand on est à faire du Excel, rien ne remplacera un écran de taille raisonnable. Et quand on est tout le temps en mobilité à envoyer des mails, pour certains, c'est leur métier d'envoyer des mails. Bien sûr. Comme le grand tenancier de ces lieux, par exemple, qui répond à 1500 mails par jour, c'est ça? Xavier Niel, oui. Voilà. Chacun a son usage et chacun peut avoir son utilité sur les différents devices qu'on a. Le plus important n'est pas l'écran, mais plutôt la fluidité qu'on puisse avoir inter-écran. Mais en fait, l'écran de bureau, c'est statutaire. Ça pose, etc. On se pose et on est censé mieux travailler. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas encore abandonné ça parce que je pense que pendant quelques temps encore, ils auront encore besoin de se sentir à l'aise devant ce grand écran et ce beau clavier et cette belle souris. Une chose est sûre, regardez cette étude d'IDC publiée par Statista sur l'évolution des ventes d'ordinateurs depuis 2010. Ça confirme la tendance que les ventes d'ordi sont en baisse de manière générale, mais surtout que les laptops ont pris vraiment le pas. Les ventes sont largement supérieures par rapport aux ordinateurs de bureau. C'est criant. Et c'est aussi criant dans la gamme d'Apple également, Didier, depuis des années. Est-ce que c'est la raison principale qui puisse expliquer que le Mac Mini n'a quasiment pas évolué depuis
4 ans, ce qui est une éternité à l'échelle de l'informatique. Pas faire figer une configuration pendant 4 ans pour un ordinateur, c'est fou. Moi, je pense que chez eux, c'est pas forcément effectivement une grosse priorité du moment voilà, que l'iPhone fonctionne bien. De l'autre côté, ils mettent quand même leur énergie beaucoup là-dessus. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a quand même très très vite enterré l'ordinateur. Et quand tu regardes quand même les chiffres, justement le petit graphique que tu as affiché, malgré tout, l'ordinateur est pas mort. C'est-à-dire que si tu cumules les ordi fixes et portables, tu t'aperçois quand même qu'on est largement au-dessus des tablettes. Et puis, effectivement, si tu regardes on va dire ces derniers mois, même cette année-là, il y a eu un petit rebond quand même. C'est-à-dire que effectivement, pas sur le Mac Mini. Non, sur les ordinateurs en général. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on a aussi eu des périodes, c'est-à-dire que les ordinateurs, là, depuis 5-6 ans, la puissance évolue pas beaucoup, que ce soit en CPU, GPU. Et c'est vrai que il y a plein de boîtes, elles tournent avec des ordinateurs de 2010 et ça va très bien. Et ils ont des cycles de renouvellement qui sont peut-être un petit peu allongés aussi. Ouais. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs, mais comme dit Stéphane, c'est extrêmement complexe à comprendre. Et je pense que enterrer l'ordinateur, dire voilà, c'est l'ère post-PC, c'est comme avait dit Steve Jobs, c'est vrai pour certaines populations, dans certains usages. Mais malgré tout, tu vas dans les entreprises, les gens ils sont pas sur leur smartphone à s'exploser les yeux toute la journée à faire du Excel. Faut arrêter de rêver, quoi. Dans un épisode de Black Mirror, tu voyais toujours c'était le saison 3 épisode 1. Donc la série de Netflix, pour ceux qui ne suivent pas, Black Mirror. Et donc qui était sur le rating, la notation sociale. Et tout le monde avait son téléphone qui mettait sur un support et ça apparaissait sur l'ordinateur. Donc en gros, l'appli universelle, l'écran universel, etc. Un peu la vision de Samsung aujourd'hui avec le Galaxy. Exactement, mais est-ce qu'au jour on arrivera à ça ? Peut-être, probablement, enfin je pense, oui. Mais tout ça partira que d'une chose, des développements. Ouais. Et pas du device. Ouais. Ça, on l'a déjà dit. Il n'empêche qui était assez marquant, Didier, concernant ce Mac Mini, ou même Julien, ou encore Florian, c'est que le nouveau positionnement de ce Mac Mini, ce n'est plus le Mac à moins de 500 €. Et puis regardez, il a un peu changé de couleur, qui laisse démontrer que le positionnement est plutôt pro, avec ce gris sidéral comme l'iMac Pro. Est-ce que c'est ça la martingale marketing qu'a trouvé Apple en disant, voilà, on va concevoir un ordinateur modulaire, entre guillemets, modulaire au sens qu'on peut les empiler, au sens qu'on peut rajouter des composants externes, on y reviendra au cours de cette émission. On change complètement de paradigme marketing avec ce Mac. J'ai du mal à le positionner, en fait, Olivier, dans la mesure où... à qui il s'adresse et je suis pas certain, effectivement, précédemment... C'est la conclusion de l'émission, donc ne va pas trop vite. Hein. Oui, mais le précédent Mac Mini, son intérêt, c'était le point d'entrée tarifaire dans l'univers Apple. Aujourd'hui, le point d'entrée est explosé, puisque tu vas être à 899, je crois, au minimum. On est loin des 500 €. Donc ça commence à devenir délicat, même en termes de positionnement marketing, parce que pour qui est ce produit et pourquoi ils l'ont fait, je suis pas sûr de pouvoir répondre là tout de suite maintenant. Florian, peut-être une réaction sur justement le changement de prix et de politique tarifaire autour de cette machine. Ce n'est plus, comme le disait Julien, le ticket d'entrée dans la gamme Mac. On pouvait pour 500 € avoir un Mac de dernière génération. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Très clairement, aujourd'hui, c'est plus un produit d'Apple. Je pense que concrètement, dans la stratégie d'Apple, de toute façon, ce qui devient leur produit d'Apple, c'est leur device mobile, et encore pas les derniers. C'est QFD concernant les tarifs des derniers iPhones, mais pour le coup, voilà, il n'y a plus d'ordinateur. Finalement, l'ordinateur à moins de 1 000 € chez Apple, il n'existe plus. Donc, leur point d'entrée, c'est de faire rentrer les gens par les devices mobiles et éventuellement après de les faire évoluer sur de l'ordi. Je propose que l'on voit ensemble si cet ordinateur vaut vraiment le coup. En tout cas, Apple a fait quelques efforts, notamment pour pouvoir changer les composants. On peut changer notamment la RAM dans ce nouveau Mac Mini. Donc un petit clin d'œil à Crucial, qui est notre sponsor cette semaine. Vous trouverez des mises à jour. Barrette mémoire de 8, 16 et 32 Go pour un montant maximum inférieur à 300 € chez Crucial. Et en utilisant les outils de compatibilité gratuits de Crucial.fr, vous pourrez trouver facilement ces mémoires compatibles Mac Mini. Crucial vous fait bénéficier du retour gratuit pendant 45 jours et vous offre même la livraison gratuite. Mais ce n'est pas tout. À partir du 23 novembre, le jour du Black Friday, vous bénéficiez également jusqu'à 15% de réduction sur les SSD Crucial MX500 en version 250 et 500 Go, et ce, pendant une bonne semaine. Voilà une bonne affaire. Autre bon plan, celui de notre partenaire RhinoShield à l'occasion du Black Friday. RhinoShield qui fabrique les coques que j'utilise ici pour l'iPhone. Vous propose un bon plan sur ces coques, notamment la gamme CrashGuard NX que j'ai ici en plateau. Durant le Black Friday, les promos vont jusqu'à moins 60% de réduction, profitez-en. À quoi s'ajoute une réduction supplémentaire de moins 10% en tapant le code ORLM
BF, ORLM BF. Allez, on commence par la revue de cette Mac Mini et on commence bien sûr par le design. Design plus noir, plus pro, on l'a vu, c'est évident, c'est criant, le gris sidéral face à un Mac Pro qui souligne son positionnement professionnel, mais on est un peu frustré quand même, Didier, qu'il n'y ait pas d'autres changements côté design. 4 ans sans mise à jour du design, du boîtier. Alors, on va voir qu'il y a quand même des différences, mais... Ouais, c'est un peu comme l'iMac Pro, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas en noir, ils ont dit ça y est, c'est nouveau. Et bon, l'avantage, c'est que cet ordinateur-là, il est quand même relativement compact, il est quand même beau, enfin, il n'y a rien qui dépasse. Donc, je dirais que c'est pas un design qui a trop vieilli, mais un peu comme l'iMac finalement. Voilà, ils ont réutilisé quelque chose qu'ils connaissaient. Quelque part, tu te demandes si effectivement, c'est un produit, tout à coup, ils sont pas réveillés en disant « Ah, tiens, les ventes de Mac baissent, si on en sortait un nouveau, là, le Mac Mini, un petit peu comme le MacBook Air. Oh tiens, si on reprenait le même design. Oh, l'iMac Pro. Ah oui, on n'a pas fait de Mac Pro. Bon, on va faire un petit iMac Pro. » Et ça fait un petit peu, effectivement, produit sorti du chapeau, produit en 6 mois, quoi. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est étonnant. Et c'est aussi peut-être le reflet de l'énergie qu'ils mettent sur cette gamme de Mac où... voilà, bon, on en parlait, je pense, la semaine dernière. Voilà, la gamme portable, ils mettent énormément d'énergie, mais la gamme devient très complexe. Et là, cette gamme fixe, elle est figée dans le temps. Ouais. Donc c'est assez étrange. Mais après, voilà, moi je trouve que le Mac Mini, malgré tout, c'est quand même un design assez réussi dans cet état-là. Et puis surtout, il tient dans une baie, tu vois, il est quand même tout fin. Hein. Ouais. Il reste très attractif, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu frustré. Pourquoi ? Parce que du côté du monde PC, Julien, il y a du neuf côté design, du neuf côté mini ordinateur compact, avec le NUC d'Intel, qui lui est beaucoup plus compact que le Mac Mini. Oui, alors c'est pas une nouveauté. Le NUC, ça existe depuis plusieurs années. C'est un design qui est conçu et promu par Intel, avec des mises à jour successives qui sont essentiellement concentrées sur un nouveau pros, une nouvelle plateforme, etc. Et effectivement, en général, c'est beaucoup plus petit d'ailleurs. C'est la taille d'un Apple TV, pour vous donner une échelle de comparaison par rapport au Mac Mini. Globalement, c'est ça. Donc effectivement, tu as un adaptateur secteur qui peut être externe. Qui est souvent externe, pour le petit Pour le modèle. reste, ce qu'il faut comprendre sur un NUC d'Intel, c'est que c'est souvent vendu en version barebone, c'est-à-dire que tu achètes un ordinateur qui n'est pas tout à fait complet puisqu'il faut rajouter la mémoire et le stockage. Mais cela étant, ça te laisse justement la possibilité de choisir quelle mémoire tu veux. Alors tu pourras aller sur Crucial pour acheter de la mémoire ou quel stockage tu veux, tu vois. Mais donc il faut l'avoir en tête et il faudra rajouter à ça le prix de l'OS puisqu'effectivement Windows 10 n'est pas inclus. Après, je croyais que Windows était gratuit maintenant. C'est quoi cette histoire, Julien ? Mais non, c'est la mise à jour. Je t'ai déjà expliqué. C'est la mise à jour qui était gratuite. Et puis Ah. maintenant, bon, ils le font plus. Alors il faut payer, mais on sait pas bien comment ni combien. Ouais. Et puis tu as des clés à 9 €. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais dans tous les cas de figure, pour revenir sur les NUC, tu peux également les acheter chez certains revendeurs qui vont te les préparer. C'est-à-dire que tu prends un package complet où tu vas acheter ton NUC avec la mémoire, le stockage et tout sera préinstallé avec un Windows 10. Mais justement, simplement. Tu nous as préparé une config type tout à l'heure pour la fin de l'émission pour mettre en opposition avec ce Mac Mini, voilà, pour quelqu'un qui chercherait une alternative qui ne soit pas une Mac Mini. On proposera un face-à-face tout à l'heure avec le NUC d'Intel avec une config évidemment équivalente. Donc on l'a dit, pas d'évolution côté design, mais par contre côté connectique, Didier, c'est la révolution. Eh ben oui, ils ont tout mis. Tu vois, tu as à la fois donc, des ports USB classiques, voilà ici. Alors, je sais pas si tu te rappelles, avant le Mac Mini, on l'achetait pour faire Media Center, on était sous la télé, quand il n'y avait pas l'Apple TV avec les applis, etc. C'était le seul moyen de lire du DivX, par exemple. Donc, ils ont laissé le HDMI, et ça, c'est très pratique pour tous ceux qui utilisent des vidéos proches, qui les mettent justement sur le... C'est un peu la surprise de HDMI, on pensait qu'ils seraient contentés du là, 3. C'est la surprise complète, parce que en plus, sur un ordi fixe, tu peux mettre des hubs, je veux dire, tout le temps. À la limite, c'est pas très grave. Moi, j'aimerais bien avoir cette connectique-là sur un portable. Parce que sur le portable, t'es obligé... Ouais, non, mais bon, c'est l'éternel débat, mais tu te balades avec ton adaptateur tout le temps. Là, au final, l'adaptateur, il peut être accroché à ton ordi. Mais bon. Et il y a surtout 4 ports Thunderbolt. Ça, sur PC, tu as beaucoup de mal à trouver. En discuter avec Julien, c'est quand même extrêmement rare d'avoir autant de ports Thunderbolt. Alors, il y a, je crois, que 2 contrôleurs. Donc, c'est en fait 2 fois 2 ports. Mais malgré tout, tu peux quand même brancher pas mal de trucs. Et c'est mieux que l'USB-C classique. Donc, tu peux avoir des écrans 5K, tu peux avoir plusieurs écrans 4K, etc. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Sur le NUC, tu as des modèles avec le Thunderbolt 3, mais c'est vrai, tu as 1 ou 2 ports maximum. Tu n'en as pas 4.
Exactement. Tu en as souvent un d'ailleurs. Et on termine donc avec l'Ethernet, où il y a une option donc, pour le mettre en gigabit Ethernet. Alors ça, on a fait des tests. Tu arrives à 1 gigaoctet-seconde. Tu veux dire 10 gigabits Ethernet? 10 gigabits, pardon, excuse-moi. Et effectivement, donc c'est une option, elle est payante. Alors mon seul regret, c'est qu'ils n'aient pas mis 2 ports. Tu vois, tu prends l'option, ils auraient pu te mettre un deuxième. Bon, il n'y a pas la place, effectivement. Mais c'est vrai que quand tu fais du serveur, souvent, tu as besoin de 2 entrées réseau. Et Ouais. on en parle du jack ou pas? Sur ce type d'appareil, ça me paraît un peu surprenant parce que si tu vas l'utiliser pour un professionnel de l'audio, il va mettre une carte son séparée. Il va jamais se servir du jack. Donc, Quand ça donc ça m'a marche. surpris. Non, ça c'est pour Quand nous. ça marche, C'est oui. une private joke. Autre avancée qui est vraiment significative qu'on attendait et qui avait vraiment déclenché beaucoup de mauvaise humeur lors de la dernière version sortie il y a 4 ans, c'est de l'Mac Mini, c'est l'évolutivité, c'est dur à dire. Apple a arrêté de souder la mémoire sur sa machine. Enfin, une bonne nouvelle. On va, si vous êtes d'accord, lister tout ce qu'il y a sous le capot, mais d'abord, on va faire le point avec vos questions Twitter. Les questions Twitter avec Florian, quelles sont les questions que tu nous as sélectionnées cette semaine sur le compte On refait le Mac sur Twitter? Alors, cette semaine, sur le compte On refait le Mac sur Twitter, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On a retenu 3. La première, donc, de Dejimat. Est-ce qu'un iMac avec tout intégré ne revient pas finalement moins cher? Didier, tu as un élément de réponse concernant l'iMac? C'est vrai qu'il est tout intégré. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'acheter une machine tout intégrée plutôt que des éléments séparés? Alors, ça dépend beaucoup des usages. C'est-à-dire que l'iMac, effectivement, si tu veux l'écran de l'iMac, si tu veux une carte graphique, c'est clair que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et je dirais même que l'iMac, aujourd'hui, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix chez Apple. Hein. C'est une des rares machines qui n'est pas trop chère encore, qu'on peut arriver encore à se payer. Même si elle Puisque, commence un tu peu vois, à vieillir, hein, Didier. Oui, Là, non, évidemment, on attend les nouveaux modèles, mais Ah a là, priori, non. tu vois, Non, non. le Ah non, rapport c'est- est bon. Mais effectivement, si tu veux un ordi avec, par exemple, un GPU externe, tu rajoutes à ton Mac mini, tu rajoutes un peu de stockage derrière, tu rajoutes un bel écran, t'es vite au prix de l'iMac. Donc le Mac mini, il est quand même fait pour des gens qui veulent choisir un écran et qui veulent mettre pas trop d'argent, a priori, tu vois. Et qui C'était veulent en pas tout de cas- carte graphique, par exemple. C'est en tout cas l'ancien positionnement. Il est clair que l'iMac est plus intéressant, sans même penser à la carte graphique. Hein. Si vous prenez, regardez, le Mac mini d'entrée de gamme plus, là on a pris les composants d'Apple, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un clavier d'Apple qui coûte très cher, 149 €. Pas obligé de prendre la souris d'Apple qui vaut 99 €. Vous n'êtes pas obligé de prendre un moniteur LG 4K USB-C pour prendre un modèle plus économique à 749 €. Mais ça correspond un peu, grosso modo à l'offre de base d'Apple sur l'iMac 21 pouces. Il revient à 1896 €, donc c'est presque 600 € de plus que l'iMac 21 pouces. Donc aujourd'hui, oui, l'iMac 21 pouces offre un meilleur rapport qualité-prix. Reste que l'iMac 21 pouces, il manque quand même un argument important, c'est qu'il n'a pas de disque SSD. Ça reste encore du stockage traditionnel. Je pense que ça ne devrait pas durer. J'espère qu'il y aura une mise à jour bientôt. Autre question, Florian? Oui, autre question de Hersch, j'espère que je n'écorche pas le pseudo. Des informations sur le système qui permet de faire un cluster de Mac Mini. Est-ce que ce système est limité à Mac Mini plus Mac Mini ou aussi à Mac Mini plus autre chose? Alors c'est vrai que pendant les démos que nous a fait Apple et après la keynote notamment, Apple a lourdement insisté sur le fait qu'on pouvait empiler des Mac Mini pour pouvoir les relier entre eux et partager la puissance de leurs différents processeurs, notamment dans Compressor pour des outils de compression et d'encodage sous Final Cut Pro ou Compressor. C'est vrai que c'est assez bluffant la démo, Didier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'étais assez bluffé. Et est-ce qu'on peut peut-être mutualiser d'autres machines que effectivement le Mac Mini? Alors déjà, je vais répondre à sa question au sens propre, c'est-à-dire que en fait, tu peux mettre tous les Macs que tu veux en réseau. Voilà, s'ils sont sur le même réseau et que en fait derrière, tu as des programmes qui sont capables de communiquer entre eux, ce qui est le cas dans la vidéo, dans la 3D, c'est des choses qui existent parce qu'en fait, t'envoies des rendus sur d'autres machines qui ont d'ailleurs souvent pas d'écran, qui sont juste connectés au réseau pour faire ça. Donc tu peux le faire, oui, effectivement, avec n'importe quel Mac. Après, c'était assez amusant ce qu'a fait Apple parce que donc ils avaient une pile de Mac Mini, il y en avait quand même pour je sais pas 5000 balles. Donc effectivement, ils lançaient donc leur encodage vidéo là-dessus. Faut quand même savoir qu'un Mac Mini, ça n'a pas de carte vidéo, enfin c'est un GPU de taille intégré. graphique, hein. Donc en fait, tu lances un calcul déporté sur une machine qui va faire des calculs essentiellement processeur ou avec le GPU intégré, qui coûte super cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Enfin, bon, j'ai trouvé que c'était rigolo parce que ça marche, effectivement, ça fait une démo, mais c'est pas l'usage. C'est pas l'usage principal, tu as raison. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est une démo pour une démo, et aujourd'hui, le calcul déporté, typiquement, c'est ce que tu vas retrouver dans pas mal d'offres que peuvent te faire des online, notamment, où ils te mettent
mettre des serveurs à disposition, et sur ces serveurs, tu vas pouvoir effectuer les tâches de rendu que tu as envie de faire. Et si c'est pas online parce que tu as envie de puissance 3D, ça sera un autre fournisseur qui va te proposer d'autres types de serveurs. Mais pour le coup, ça te coûtera moins cher que tes 5 Mac Mini, qui en plus seront très limités sur certaines tâches. Donc la démo est chouette. La réalité et l'usage, j'attends de voir, mais je suis pas super convaincu en tout cas. Allez, dernière question, Florian, pour la semaine. Dernière question donc de KL. Avec quel écran peut-on jumeler le Mac Mini 2018 pour avoir un iMac 5K Lite? L'écran en vente chez Apple, hein, Didier, l'écran LG qui tourne autour des 700 €, qui est un écran 4K, mais on peut trouver bien moins cher aujourd'hui. Et la 4K, on peut aussi le passer en HDMI. Heureusement, il y a l'HDMI sur ce Mac Mini, ça fait baisser le prix. Pas forcément l'USB-C, c'est la bonne nouvelle. Oui, puis les dalles 5K, tu commences à en avoir un petit peu, hein, je crois chez Dell notamment, qui sont quand même moins chers que chez Apple. Donc oui, mais en fait, c'est l'intérêt d'effectivement de ne pas avoir un tout intégré. C'est non seulement que tu peux choisir tes écrans, tu peux aussi les faire évoluer, et puis tu peux prendre des modèles beaucoup moins chers. Alors après, si tu veux l'écran bien calibré avec le Gamut P3, etc., on a vu, hein, ça coûte cher. Donc dans tous les cas, ça coûtera au moins le même prix que l'iMac. Sachant qu'on n'a pas dit un point tout à l'heure concernant l'iMac ou le Mac Mini, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Il y a des entreprises qui ne veulent pas investir dans l'iMac parce que c'est un tout en un, et lorsque vous avez un problème avec un tout en un, toute la machine s'en va, et donc on ne peut plus l'utiliser du tout. Si vous avez un problème sur l'écran, vous ne pouvez plus travailler. Donc ils préfèrent investir dans ce type de machine, pas forcément un Mac Mini, mais des machines où l'unité centrale existe encore, et c'est vrai que c'est pas inintéressant. Si vous avez un PET sur un des, par exemple, ne fût-ce que, je sais pas, l'écran par exemple, il suffit de changer d'écran et vous pouvez continuer à travailler sans problème. Allez, on continue avec un clin d'œil à notre partenaire Crucial. Vous le savez, les composants sont changeables, et notamment la RAM sur ce nouveau Mac Mini. Ça tombe bien, chez Crucial, vous trouverez des mises à jour, des mises à niveau de mémoire de 8, 16 et 32 Go pour un montant maximum inférieur à 300 € en utilisant les outils de compatibilité gratuits de Crucial.fr. Vous pourrez trouver facilement ces mémoires compatibles Mac Mini. Crucial vous fait bénéficier du retour gratuit pendant 45 jours et vous offre la livraison gratuite. Mais ce n'est pas tout. À partir du 23 novembre pour le Black Friday, donc vendredi, bénéficiez jusqu'à 15% de réduction sur les SSD Crucial MX500 en version 250 et 500 Go, et ce pendant une semaine. Autre bon plan, celui de RhinoShield pour le Black Friday. À l'occasion du Black Friday, donc RhinoShield vous propose un bon plan sur ses coques pour iPhone, et notamment la gamme Crash Garden X que j'ai ici en plateau. Durant le Black Friday, les promos vont jusqu'à moins 60% de réduction, et à quoi s'ajoute une réduction supplémentaire de moins 10% en tapant simplement le code ORLM BF. Allez, on va regarder ensemble ce qu'il y a sous le capot de ce Mac Mini. Sous le capot, plus de puissance et d'évolutivité, oui, mais on le disait en préambule, l'évolutivité est de retour. On peut changer les composants et augmenter, par exemple, soi-même dans la mémoire qui n'est plus soudée. Bonne nouvelle, hein, c'est quoi? C'est de la soldine, tout simplement, Didier. Hein. Ouais, alors dans ce format-là, hein, qui était sorti, c'était 2012, je crois. Il y avait une petite trappe qui s'ouvrait là. Et on accédait directement à la mémoire. Ouais. Et tu as accédé à la mémoire. Cette année, ils t'ont dit, la mémoire, elle est plus soudée. Ouais, elle est plus soudée. Mais il faut enlever tout, c'est-à-dire même la carte mère, même le ventilateur, tu as des nappes et tout qu'il faut déconnecter. C'est extrêmement compliqué. Et finalement, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te pousse quand même à prendre la RAM chez Apple, parce que soit tu le fais toi-même et tu risques d'endommager ton Mac à 1000 balles, soit tu vas chez un revendeur, mais ça va te coûter quand même la main-d'œuvre, donc tu rajoutes la main-d'œuvre plus la RAM, tu es quasiment au prix d'Apple. Donc il reste les bidouilleurs. Bon, heureusement, c'est quand même pas mal le public de ce genre de machine, mais je trouve que là-dessus, c'est vraiment ce qu'ils ont fait est assez misérable. Vraiment. Tu as la garantie qui saute aussi? Bah oui, si tu l'ouvres, la garantie saute, parce que l'ouverture, elle n'est pas aussi simple qu'auparavant. Hein. Si tu le disais, Didier, avant, il fallait juste tourner la partie. Regardez. Non, puis quand tu vois les vis qu'il faut, c'est pas des Torx normales, hein, c'est des Torx avec des petits trous en dessous. Enfin, faut les avoir. Ici, cette partie-là, ce petit rond, il y avait juste à le faire tourner, si on veut le faire tourner dans ce sens-là, et on accélère aux composants et directement à la mémoire. Là, il faut l'enlever avec un tournevis, hein, pas l'arracher, mais le déclipser. Il faut tout démonter, effectivement. Apple a fait un effort et a attendu, et ce qui est quand même normal. Pourquoi sauter de la mémoire en 2018 sur une machine, si ce n'est que de forcer les gens à changer d'ordinateur plutôt qu'augmenter la mémoire? C'est n'importe quoi. Bref, mais c'est vrai qu'il faut démonter intégralement la machine. Bon, il y a quand même une réponse. C'est-à-dire qu'en général, quand tu soudes la mémoire sur la carte mère, ça te permet une économie de place, puisque tu vas gagner, l'espace du connecteur, et tu vas pouvoir éventuellement, et c'est peut-être l'une des raisons ou pas, réutiliser ton design de carte mère que tu as mis dans un Mac Mini, par exemple,
un MacBook. Tu vois, on pourrait se dire qu'ils partagent la même carte mère parce qu'ils ont la mémoire soudée. Je ne sais pas si c'était le cas d'Apple, mais en tout cas, c'est une des raisons qui peut conduire à avoir de la mémoire soudée, en tout cas. Ouais. Tu parlais de composants de carte mère. Parlons de puces. Apple a insisté sur le fait qu'il n'avait pas intégré cette fois des puces de portable, mais bien d'ordinateurs de bureau. On a le choix entre 3 puces, une entrée de gamme quadricœur, Core i3 à 3,6 GHz, c'est bien du quadricœur contrairement au MacBook Air, un Core i5 à 6 cœurs à 3 GHz et enfin un Core i7 à 6 cœurs à 3,2 GHz. Mais ce que n'a pas dit Apple, c'est que l'entrée de gamme, c'est bien une puce d'ordinateur bureau, mais elle est un peu bridée, c'est moins qu'on peut se dire, Didier. Ils t'ont mis un processeur d'entrée de gamme sur une machine à 1 000 €. C'est-à-dire que sur PC, à 1 000 €, tu as des Core i7, tu n'as pas des Core i3. Effectivement, Intel donc, a revu un petit peu son échelonnage des puces. Donc les Core i3, maintenant, ils ont plus de turbo, plus d'hyperthreading. L'hyperthreading, ça permet de dédoubler chaque cœur, en fait, d'avoir 2 cœurs logiques par cœur physique. C'est très utile, notamment dans certains logiciels où tout à coup, tu as un besoin de puissance. Même des fois, sur la durée, le turbo arrive à bien se maintenir. Et c'est vrai que ça te permet de donner un surplus de puissance. Et quand tu as une fréquence qui est bloquée, voilà, tu peux pas tirer dessus, il y a aucune marge de manœuvre. Donc en fait, le Core i3, par exemple, il va être moins puissant qu'un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme de cette année. Donc, quand ils disent, oui, on a mis des processeurs de machines de bureau, oui, mais je dirais que l'entrée de gamme MacBook Pro, il va être plus rapide parce qu'il a l'hyperthreading, parce qu'il a le turbo. Plus rapide parce qu'il a l'hyperthreading uniquement dans les applications multithreadées. C'est-à-dire que tu prends une application single thread avec un seul thread, c'est pas dit. Ce sera juste la fréquence qui fera les différences. Mais oui, ça fait quelques années que Intel segmente ses gammes de puces avec simplement d'un price point à l'autre une différence de fonction, c'est-à-dire je te mets un peu d'hyperthreading, je te l'enlève, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'Intel fait depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Apple a sélectionné des puces de bureau et qu'effectivement, du coup, tu as quand même une offre 6 cœurs avec le Core i5, c'est le 8500B qu'ils ont sélectionné pour le modèle à 1 299 €, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est plutôt sympa sur le papier, sauf que ça se paye très très cher, beaucoup trop cher par rapport au monde PC. L'autre corollaire, c'est qu'en faisant ça, ils ont fait augmenter le TDP, donc la consommation électrique, et également la chauffe de l'appareil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des puces d'ordinateur portable qui, au maximum, consomment ou dégagent 30 watts, là, tu es sur des puces 65 watts. Effectivement. Notamment. Apple a lourdement insisté sur le fait que cette machine était jusqu'à 5 fois plus rapide que le précédent Mac Mini. Quoi de plus normal quand la machine n'a pas évolué pendant 4 ans. Mais on s'est quand même amusé, plutôt Didier, à bencher cette machine, notamment sur Geekbench. Regardez ce que ça a donné. Le Mac Mini 2018 i3 3,6 GHz a atteint le score de 4686 points contre 14 285 en multicœur. On voyait bien qu'il se positionne l'entrée de gamme à peu près au même niveau qu'un MacBook Pro 13 pouces, donc effectivement, c'est pas encore BZF, il faut monter beaucoup plus haut sous Geekbench, prendre des configurations beaucoup plus importantes, le i5 voire le i7, pour avoir des machines vraiment pro, notamment on pense notamment des machines pour le montage vidéo. Là, c'est la puissance brute du processeur. Le montage vidéo, il faut aussi dépendre du GPU, mais on va en parler dans un instant. Et regardez la version haut de gamme, surprise cette fois-ci, en i7 3,2 GHz, Didier, talonne l'iMac Pro. Regardez, 5863 et 26 927 contre 4 918 et 27 584. C'est étonnant pour un Mac Mini, Didier. Mais ce Core i7, il est très bien. D'ailleurs, moi, je trouve qu'ils auraient dû le mettre d'office, tu vois, quitte à te mettre un processeur, autant te mettre celui-là. Et surtout que quand tu regardes au détail, c'est pas un processeur si cher que ça. Je sais pas, Julien, combien ça coûte un processeur comme ça, mais on parle de 250 €, je crois. Sachant que sur l'iMac Pro, c'est du Xeon, donc c'est beaucoup plus cher. Ouais. Alors, il y a quand même une différence entre un Xeon et ces puces-là, c'est-à-dire que les Xeon, c'est quand même des puces qui sont faites pour travailler longtemps, de maintenir bien leur fréquence. Il y a tout un tas de choses en plus quand même que tu n'auras pas sur un Mac Mini. Mais c'est vrai que c'est juste cette puissance brute, tu te dis quand même, le rapport qualité-prix avec l'encombrement et tout, et puis même la consommation, on en parlait tout à l'heure, mais à la limite, la machine, elle consomme, moi j'ai mesuré jusqu'à 130 watts, donc c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça si tu veux faire certains types de calculs. Donc oui, voilà, disons que c'est une bonne puce si tu as vraiment la cible pour ce traitement-là, par exemple, de la musique. Comme on peut résumer, Didier, on est plutôt déçu par l'entrée de gamme qui est proche, voire légèrement en dessous d'un MacBook Pro 13. Par contre, la version haut de gamme qui est beaucoup plus chère, on va le voir dans un instant, étalonne l'iMac Pro. Donc là, c'est plutôt la bonne surprise, mais il lui manque quand même une carte graphique, une vraie carte graphique, c'est ça ? Mais du coup, on s'étonne du prix, parce que finalement, avant, ce qui te mettait dans une machine à 500 €, c'était un peu l'équivalent du Core i3, tu vois. Donc, effectivement, il y a quand même le Thunderbolt 3, tu as de la connectique moderne, etc., mais il n'y a quand même toujours pas de carte graphique. Enfin, il y a rien qui justifie que le prix est doublé
pour te mettre un Core i3. Tu vois, je trouve que vraiment cette entrée de gamme est mal foutue. Et effectivement, le Core i7, il est assez cher. Et je sais pas si tu as vu, le Core i5, tu es obligé de prendre le modèle à 256 Go de SSD qui coûte une blinde chez Apple dès que tu mets du stockage. Du coup, tu es à des tarifs quand même assez délirants. Et voilà, le rapport, disons, puissance-prix est quand même pas terrible. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'est pas retenu dans la gamme Intel, puisque ça existe, du Kaby Lake G. C'est-à-dire la version avec circuit graphique intégré, mais un circuit graphique Radeon, en l'occurrence, un petit peu plus puissant que ce que propose Intel en standard sur toutes ces puces. Et donc là, ils avaient non seulement une solution qui pouvait leur permettre de se démarquer, parce que pour le coup, ils pouvaient mettre en avant peut-être un peu de gaming, light, certes, mais au moins un peu de gaming, ce genre de choses, et finalement, ils ne l'ont pas fait, et tu restes sur une puce. La version Core i3, oui, elle ne fait pas envie, quoi. Ouais, brièvement, Stéphane. Oui, en fait, je trouve qu'on est à l'image, ceux qui ont imaginé les prix, les gammes, etc., on est à l'image des autres offres d'Apple. Le premier modèle est totalement décevant et même surfacturé. Pour vraiment, dès qu'on a besoin un petit peu de puissance. Pour la bureautique pure, ça va, mais pour le reste, je pense que là, c'est commun à tous, que ce soit sur l'iPad, que ce soit sur le MacBook Air. Ouais. Je sais pas. Certains pourraient penser dans d'autres occasions qu'on cherche à dégoûter. Ouais. Alors, on se demande si Apple ne veut pas décourager effectivement les acheteurs quoi. Potentiels, en tout cas sur l'entrée de gamme, et à ce rythme-là, on se demandait s'ils ne veulent pas dégoûter les utilisateurs de Mac d'acheter des Mac. C'est un peu ça. Le terme est fort, mais en ce moment, on se demande si chez Apple, en termes de politique tarifaire, vous allez voir dans un instant le prix des autres composants, on marche sur la tête. Regardez, en termes de puissance, pour terminer sur le créneau de la puissance justement et de la carte graphique, c'est vraiment le gros manque. Didier, tu as fait des tests au Cinebench, tu peux nous les commenter ? Oui. Il est largué, il est largué en termes de puissance graphique. Non, mais il a le GPU intégré d'Intel, donc on le connaît, c'est à peu près les mêmes puissances que tu auras sur un MacBook Pro 13 pouces, donc finalement on a la puissance d'un ordinateur portable. Mais en fait, tu mets le moindre petit GPU, même très bas de gamme, qui à mon avis serait quand même rentré là-dedans, c'est quand même une sacrée enveloppe. Et ils auraient mis juste ça aurait permis effectivement de faire un peu autre chose que juste du CPU pur. Et surtout, ce qui est aberrant en fait aujourd'hui, c'est que des applications qui utilisent que le CPU, ça n'existe quasiment plus. Il y en a quelques-unes, tout ce qui est réseau, tout ce qui est musique et tout, c'est très rare qu'ils utilisent la carte graphique. Mais dès que tu fais un petit peu d'image, et même le macOS utilise le GPU pour même toutes ces applications. Tu fais même du Keynote, il lance le GPU. Peut-être qu'il y aura une nouvelle génération avec l'ARM, c'est quelque chose quand même qui va arriver. Oui, il semble arriver. Ouais, il semble arriver. Donc en gros, tout ça va être balayé. Donc des Macs sous ARM et tout ça va être balayé. Plus Intel. Tout ça va être balayé. Tout ça va être balayé. Donc en gros, il y avait peut-être encore quelques demandes, etc. Comme dire qu'Apple serait en position d'attente et ferait le dos rond en proposant ces machines en attendant. C'est plutôt ça. À la fois de proposer une vraie nouvelle plateforme sous ARM, sous ARM, la puce qui serait sous l'iPad, qui est sur l'iPad et sur l'iPhone aujourd'hui. Et donc, du coup, on ferait à la fois une refonte matérielle standard, logicielle, et une refonte de design, parce qu'effectivement, la puce ARM permet de faire en matière de dégagement. Et quand on fera l'émission, Didier, Julien et Florian, pour ça, je suis sûr que là, on sera dithyrambique, on dira c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais ça fait quand même mauvaise impression. Peut-être d'avoir la réaction de Florian. Ce positionnement d'Apple, ces montées en prix, ces produits en entrée de gamme qui sont quand même mal dotés en disque dur, qui sont assez chers. L'impression de revenir dans l'Apple d'il y a 15 ou 20 ans avant le retour de Steve Jobs, où on montait les prix et on se disait on cherche la marge et pas la part de marché. Et puis ça a été de très mauvaises années par la suite pour Apple. Oui, mais après, peut-être qu'il y a aussi un message d'Apple. Alors, c'est certainement très maladroit, mais regarde, quand l'iMac Pro est sorti, tout le monde a hurlé à corps et à cri parce qu'il n'était pas assez modulaire. Oui. Aujourd'hui, ils nous sortent un Mac mini. Alors, certes, il est loin d'être parfait, mais n'empêche qu'il a le mérite d'être un poil modulaire sur la partie de la mémoire. Ouais. Donc, ils ne sont pas en phase avec ce qu'ils pourraient faire sur le marché. Et en termes de prix, on ne s'y retrouve pas par rapport à ce qu'ils proposent au niveau technique. Mais néanmoins, il y a quand même un côté, on est un peu à l'écoute. Oui, effectivement, mais c'est un peu. J'ai l'impression que c'est le minimum syndical que fait Apple aujourd'hui. Donc on puisse dire. Puis Phil Schiller, il est totalement absent, Didier, en ce moment. On le voit plus, ni dans les keynotes. C'est lui qui est un petit peu qui supervise le marketing, et donc qui gère les gammes. Et là, en ce moment, on se demande s'il n'est pas dans un placard. Mais passons. Didier, revenons à la carte graphique. Apple, lorsqu'on leur dit, mais attendez, votre engin là, pour faire du montage pour les pros, vous êtes bien gentil, mais il manque un composant graphique. Ils nous sortent
le dernier iGPU de Blackmagic, il faut faire un chèque aussi au passage, pour doter les performances en Thunderbolt 3, tu l'as sur ton bureau. Une nouvelle version est désormais disponible, équipée de la même carte graphique que l'iMac Pro. Qu'est-ce que ça coûte quand même 1359 € cette version-là. La version simple avec la même carte graphique que l'iMac, elle coûte 5K, elle coûte 695 €. Ça vaut le coup ou pas, franchement? Regarde, pourquoi il n'y a pas de carte graphique? Parce que tu n'arrives pas à mettre ça là-dedans. Ah bah Tu oui. vois le problème? T'as vu la ventile qu'il y a là? Regarde ce truc. Non, mais là, Il je est pense lourd, qu'ils ont un peu ça- surdimensionné le truc. C'est de toi à moi. Par contre, Ils celui-là, ont il besoin est super peut-être. silencieux. Donc, Parce vous qu'il y a des achetez bonnes un graphiques IGPU. dans le MacBook Pro 15 et ça tiendrait là-dedans. Ça serait suffisant. Là-dedans, il y a la carte de l'iMac en fait, de Ouais, c'est l'iMac 5K haut de Ouais. gamme, voilà. Et surtout, c'est super silencieux. C'est-à-dire, si tu mets ça sur ton bureau, tu as un GPU externe vraiment qui fait aucun bruit. Et moi, je l'utilise là avec le MacBook Pro, c'est génial. Alors, par contre, aller utiliser ça avec un Mac Mini, déjà sur le plan tarifaire, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que tu vas arriver effectivement à des prix de l'iMac. Donc, pour avoir la même carte que l'iMac et la même puissance à peu près CPU, tu vas payer à peu près le même prix, sauf que l'iMac, tu auras l'écran et tout. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et puis surtout, les perfs, c'est pas exactement les perfs que tu as avec une carte graphique interne, puisque déjà le Thunderbolt, il est quand même 10 fois plus lent Ouais, il y a que un du goulet PCI d'étranglement. 16X. Bon, mais je dirais que c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que du coup, par exemple, pour faire du Final Cut Pro, tu vas avoir quasiment pas de perte, puisque lui, il utilise en fait la carte graphique comme un espèce de calculateur, donc il n'y a Pas pas, tout le temps, d'affichage en fait qui transite. Alors que si tu fais des jeux, par exemple, ou de la 3D, de l'animation, de l'architecture, par exemple, tu vas en fait envoyer aussi de l'image, et ça prend aussi pas mal de débit. Et du coup, par exemple, si tu mets cette carte graphique sur un Mac Mini et un écran 5K derrière, tu vas avoir par exemple 60 images par seconde dans un jeu, alors que si tu lances la même chose avec l'iMac, qui a la même carte graphique, tu vas avoir 120 images par seconde. Donc tu vas perdre quasiment la moitié de tes perfs, voire même un peu plus suivant si tu augmentes la résolution, parce qu'il faut faire passer encore plus d'images, etc. Donc en fait, c'est pas un truc super rentable. Ça va effectivement pour une station de montage. Éventuellement, tu peux te dire bon, pourquoi pas, c'est silencieux. Voilà, je peux renouveler l'un et puis après l'autre. Tu vois, j'ai un peu plus de modularité que l'iMac où je suis obligé de tout changer à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Cette carte Est-ce qu'il y a un graphique. monteur qui va dire tiens, je vais m'acheter un Mac Mini, Non. puis je vais aller lui coller encore ce Non. truc Non. derrière, sachant que Final Cut Pro, il gère très mal les GPU. C'est-à-dire que si tu en as 3, il va choisir un peu comme ça l'arrange lequel prendre, même si tu lui prends le plus puissant, il va pas forcément prendre le plus puissant. Donc ouais, bon, on est encore un peu, il faut que ça mature un peu ces iGPU, je pense qu'on va y arriver quand même. Ouais, et au-delà, ça a plus de sens. Les GPU externes, ça Oui, reste... Julien. Non, je disais les GPU externes, ça reste un vieux rêve qui est caressé dans l'industrie depuis des années. Et jamais commercialement ça n'a fonctionné. Alors c'est... comment dirais-je, on te le vend sur la promesse que tu comprends, comme il est externe, tu pourras te déplacer facilement ou déplacer facilement ton ordinateur ou ton ordinateur portable, et quand tu reviens à ton bureau, t'as la puissance d'un GPU, sauf que ça se fait au prix de plein de concessions, que ça prend de la place, que c'est extrêmement cher, parce que 1300 €, tu disais, un GPU externe... Chez Apple et Blackmagic, on peut trouver moins cher. Oui, non, mais la dernière fois que j'ai regardé le prix des cartes graphiques à 1300 €, je pense que j'ai autre chose que ce qui est dans le côté Blackmagic. Et de très... Pour ce prix-là, tu as un gros PC avec une carte graphique. et donc la bottom line, Ouais. au final, si t'es monteur vidéo, tu prends un PC classique, tu mets la carte graphique que tu veux et tu la changes. Ou alors tu prends un iMac qui a effectivement une carte graphique intégrée, mais tu vas pas t'embêter avec une solution externe qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que des compromis. Ouais, ça a un peu plus de sens, Julien, si tu as un ordinateur portable comme un 13 pouces, effectivement, tu peux monter avec juste le CPU d'Intel, et puis quand tu rentres à ton bureau ou à la maison, tu peux brancher dessus en Thunderbolt 3, parce qu'il manquait aussi le Thunderbolt 3 pour rendre les solutions d'IGPU attractives. Il est maintenant en train de se démocratiser, sur toute la gamme d'Apple en tout cas, et vous avez donc pour un portable, ça a un peu plus de sens, mais pourquoi pas imaginer, allez, soyons... indulgent avec Apple, mais on a vraiment du mal en ce moment. Imaginez qu'une petite société de production comme la nôtre ait une carte graphique pour un MacBook Pro comme celui-ci ou l'équivalent, et qu'elle en fasse bénéficier coup par coup, pourquoi pas, à un Mac Mini qui serait utilisé par ailleurs, pourquoi pas, mais bon, on n'est pas encore dans ce chemin-là. Stéphane, tu nous parlais tout à l'heure de la puce ARM qui pourrait arriver à terme dans les Macs, qui pourrait vraiment changer la donne et révolutionner véritablement le Macintosh. Elle est déjà là, une puce ARM est là, elle s'appelle la puce T2, elle est utilisée pour garantir la gestion de Touch ID notamment, la sécurité en général.
elle commence tout doucement à gérer aussi tout ce qui est production, Didier, notamment le traitement de l'encodage HEVC. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à terme, eh bien voilà, plutôt que l'un ou l'autre, on ait le meilleur des deux mondes et que cette puce ARM qui est surpuissante sur les iPads et sur les iPhones, plus puissante que des MacBook Pro aujourd'hui, on puisse l'utiliser pour la puissance brute plutôt qu'un iGPU ou un GPU. Bon, la partie GPU, il faut savoir, même ce que met Apple dans les iPads, il disait que c'était l'équivalent de Xbox One S, un truc comme ça. C'est ça. Donc on est encore loin quand même d'une Nvidia haut de gamme. Ben voilà, on est quand même dans de l'embarqué là. Donc après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas produire quelque chose pour le bureau, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. Et même les processeurs effectivement de l'iPad, ils sont puissants, mais il faut encore le voir avec des programmes comme Final Cut Pro, avec 10 ans ou 15 ans de développement derrière, des optimisations, etc. Donc oui, non, l'ARM. On le voit venir, on en parle chaque année, et c'est un peu un marronnier, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que ça arrive. Oui, non, mais et peut-être qu'ils vont essayer de tenter ça sur le portable, mais en fait, ça implique beaucoup de choses. Hein. Il y a tout le développement derrière, il y a c'est le développement d'abord. C'est le développement, Didier, d'abord. On l'a vu, le mouvement, c'est le virage qui s'est instauré lors de la WWDC, mais il faut brièvement, là, il faut vraiment conclure sur le sujet. Non, mais c'est sûr que là, en l'occurrence, il faudra tellement de préparation en amont pour les développeurs et pas qu'ils soient un peu mis devant le fait accompli, que c'est quelque chose qui doit être fait de façon très méthodique et sur plusieurs années. Hein. Allez, pour conclure sur les composants et ce qu'il y a sur le capot, en parlant du stockage, le bon côté des choses, et Apple a incité lors de la keynote que le Mac Mini fait l'impasse sur les disques durs. On sait que sur les entrées de gamme, parfois, c'est n'importe quoi. On a un iMac ici à 42 qui prend la poussière parce qu'il a un disque dur tellement lent qu'on ne peut plus l'utiliser. Hein. Donc, heureusement, il y a du SSD. C'est de la norme NVMe, c'est super rapide, mais c'est super cher. Et Apple a continué à nous proposer qu'un espace de stockage de 128 Go, ce qui est tout à fait ridicule. Encore une fois, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? C'est dingue. Donc, il faudra donc plutôt choisir une option de 256 Go parce que proposer une machine pour les pros en 128 Go, excusez-moi, mais... Alors déjà, on n'arrive pas à le défendre 128 Go pour un MacBook Air. Alors pour une machine qui se veut dans son positionnement pro, 128 Go, on est d'accord, Julien. C'est pas que ça devrait être la taille de la mémoire vive, mais un peu quand même. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Phil Schiller en ce moment, c'est incompréhensible. Idem pour la mémoire, regardez, 8 Go, c'est un peu juste pour un pro, encore une fois. Et là encore, Apple facture au prix fort les barrettes. Hein, croyez-moi, il vaut mieux se fournir ailleurs. J'ai une petite idée, si vous suivez bien les annonces de notre annonceur depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, Didier? Un disque externe, un truc positif. Non, je peux juste défendre quand même un tout petit peu Apple. Vas-y. Effectivement, ils ont les SSD les plus rapides du marché. 3 gigaoctets secondes, lecture-écriture. Il n'y a pas mieux aujourd'hui dans les ordinateurs. Et c'est vrai que je trouve que ça a plus de sens de mettre ça, au moins sur une machine, entre guillemets, pro, que sur un MacBook Air qui vont être achetés par des étudiants, entre guillemets. Ok, bon. Et voilà. En théorie. Après, l'avantage de ne pas trop t'en mettre, donc de pas trop te mettre de mémoire et de SSD, c'est que tu peux mettre ta propre mémoire et ton propre SSD. C'est-à-dire que tu peux acheter, je vous en parlerai là dans mes cœur, mais par exemple des petits trucs comme ça, et qui vont te booster le SSD. Tu peux démarrer ta machine dessus sans que ça te pose de problème et sans que tu perdes trop de performance, puisque tu as le Thunderbolt. Hein, tu peux mettre quand même des disques Thunderbolt, tu peux acheter du LaCie, etc. Donc il y a quand même moyen de moyenner. Et pareil, la RAM, tant mieux qu'ils en mettent pas trop, parce que comme ils te la facturent tellement cher, autant l'acheter chez tes petits revendeurs à côté. Donc quelque part, moi je préfère que sur ces machines-là, ils en mettent pas trop. Sur un portable, t'es foutu, quoi. Tu te balades en permanence avec ton disque, ta RAM, si t'en as besoin un jour de l'augmenter, tu peux plus l'augmenter. Et là c'est... En clair, si vous voulez absolument prendre un Mac Mini, prenez-le plutôt en version de base, dirons-nous, et puis après derrière, vous mettez soit une barrette mémoire, vous changez les barrettes mémoire, soit vous utilisez comme Didier, un disque dur externe. C'est justement l'heure de la rubrique question stockage avec notre partenaire G-Technologies. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la sauvegarde Time Machine. Comment planifier une sauvegarde Time Machine? macOS 10 intègre sa propre solution de sauvegarde automatique. Pratique, vous pourrez archiver sans y penser toutes vos données sur un disque dur externe. Mais attention, sachez que la procédure ralentit le Mac et cela peut perturber votre travail si une sauvegarde se lance au moment où vous réalisez une tâche importante. Alors bien sûr, vous pouvez annuler une sauvegarde, mais le mieux reste encore de planifier le moment où vous souhaitez que Time Machine archive vos fichiers. Hélas, Apple ne propose pas cette fonction, mais des utilitaires tiers comblent ce manque comme Time Machine Editor. Cette app se télécharge gratuitement à cette adresse, tclemendev.com, Time Machine Editor.
Une fois téléchargé et installé, lancez Time Machine Editor depuis vos applications. La première option est de paramétrer Time Machine pour qu'il se lance lorsque le Mac est inactif. Mieux, vous pouvez ordonner à Time Machine de ne pas se lancer durant une plage horaire précise pour ne pas perturber votre travail. Cliquez alors sur Appliquer pour valider. La seconde option vous permet de paramétrer encore plus finement Time Machine en sélectionnant les intervalles de sauvegarde, toutes les heures, jours ou semaines. Enfin, la troisième option vous propose de sélectionner l'heure et le jour précis de la semaine dédiée à la sauvegarde de votre Mac. Voilà, vous savez tous sur Time Machine, place maintenant au busomètre. Allez Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé, plus que des rumeurs, hein. Parfois il y a beaucoup d'infos dans les rumeurs cette semaine autour de la planète Apple. Et oui, Olivier, puisque l'émission donc, est publiée le vendredi, on est donc le Black Friday. Et oui. Apple, après des années sans Black Friday, parce que tu sais qu'Apple n'aime pas les promos, hein, les réductions, les baisses de prix, c'est pas leur truc. truc. Pas de prix chez Apple. Donc cette année, on aura, je sais pas, Stéphane, tu avais des pronostics donc, pour les 4 jours qu'annonce Apple pour le Black Friday. Des cartes iTunes peut-être. Des cartes iTunes à 5 €, ouais. C'est ça qui est les promos sur le Black Friday. Des promos, ouais, des AirPods à $159 paraît-il. Hein. Ouais, des choses, non mais c'est dingue, bientôt on va avoir des pentes privées, on va avoir du déstockage, des gens qui vont faire du déstockage. Non, je sais pas ce que ça veut dire, si c'est un signal ou s'ils veulent faire comme les autres ou s'ils pensent que les gens sont des acheteurs frénétiques au Black Friday, donc ils font le minimum vital pour éventuellement gagner quelque part, mais sincèrement, c'est illisible comme stratégie, c'est illisible. Est-ce que ça ne veut pas dire simplement qu'Apple a un peu plus de mal à vendre, tout simplement? Il y a beaucoup de rumeurs ces dernières semaines. De toute façon, il y a beaucoup de rumeurs, les fournisseurs de composants se plaignent à travers des baisses de commandes. Il y a beaucoup de marques, je pense à une marque de chaussures d'un grand groupe français italien, ils ne feront jamais des marques italiennes d'un grand groupe français. Voilà, exactement. Galuti, par exemple, c'est ça. Voilà. On n'est pas soumis au CSA, on peut y aller. Voilà, très bien. Ok. Bienvenue sur le web, Stéphane. D'accord, mais quand on va, ils font des soldes, certes, mais ils ne font pas de Black Friday. Ouais. C'est étonnant, c'est vrai que pour avoir une position premium quand on est premium, quoi. Voilà. Mais Vuitton en face. Mais il est sûr, quand on voit la politique d'Apple en ce moment en question tarifaire et marketing, on se dit que les vendeurs d'Apple ont un peu de mal à le vendre, par exemple, ne fût-ce que le Mac Mini. Mais passons. Deuxième rumeur. Alors, tu sais que Apple déploie donc des flottes de véhicules pour enrichir plan. Peut-être qu'on aura une espèce de Street View bientôt. Ouais. Et là, on a vu des gens se balader avec des petites caméras sur le dos. Donc, apparemment, ils se mettent, comme Google, justement, à faire à prendre des chemins qui se prennent qu'à pied, par exemple de la randonnée pédestre, par exemple d'aller dans les petites rues piétonnes en ville, même peut-être à l'intérieur des bâtiments, on ne sait pas. Donc voilà, ça on attend toujours, hein, ça fait longtemps que Plan promet d'avoir du Street View, et pour l'instant on n'a que cette vue, tu sais, un peu en 3D comme ça d'au-dessus, mais c'est pas très précis, quoi. Allez, troisième rumeur. C'est plus qu'une rumeur. Alors justement, on parlait de Black Friday. Alors Apple arrive sur Amazon et c'est vrai qu'ils vont vendre donc leurs produits sous leur nom, et la condition c'était qu'il n'y ait plus d'autres vendeurs de produits Apple sur Amazon. Donc ils sont en train de faire le ménage chez les petits revendeurs qui sont pas très contents, mais ça va sûrement éliminer tout ce qui est marché gris. C'est des gens qui achetaient à l'étranger qui les revendaient ici parce que c'était moins cher, tu déduis les taxes, etc. TVA, etc. Et il y a beaucoup de contrefaçons aussi, notamment du côté des AirPods. Même de fraude à la TVA, faut le dire. Il y a des trucs, c'est pas très clean là-dessus. Donc Apple voulait faire le ménage. L'avantage c'est qu'ils arrivent sur Amazon, et aux US là ils ont fait des promos. Alors je sais pas si c'est pour le Black Friday ou quoi, mais ils enlevaient quand même $300 sur certaines configs de Mac Pro, etc. Quatrième rumeur, Didier, plus qu'une rumeur encore. Oui, c'est un événement puisque Apple donc a ouvert son Apple Store sur les Champs-Élysées, et tu y étais, Olivier. Mais oui, on a fait une petite vidéo. Regardez, si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur ce petit lien pour pouvoir vivre en différé, comme si vous étiez en direct, l'ouverture de l'Apple Store sur les champs un petit peu avant, et découvrir 100 monde, 100 personnes presque. Et en plus, cette vidéo, elle a la vertu, c'est que toi, tu découvrais en même temps que... C'était vraiment un live. Un vrai rapport d'étonnement. Un live, on essaiera dans l'avenir d'en faire un peu plus souvent. Oui, Didier. C'est assez magnifique comme boutique. Oui, j'avais peur que ça soit un peu trop de toi à moi, qu'Apple étale un petit peu sa richesse. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un endroit malgré tout assez chaleureux, où il y a peu d'espace finalement pour la vente et plus pour le service. Alors c'est vrai que c'est un endroit de
c'est un peu une ambassade d'Apple sur les champs. C'est là où on peut faire réparer, évidemment, il y aura beaucoup de touristes pour réparer ces iPhones et autres iPads, et surtout un endroit de rencontre. Évidemment, ils vont vendre. On parle, combien la location C'est 20 millions. Moi, j'ai lu 12 millions d'euros par an. 12 Par à an 14 millions d'euros par an de location. Je confonds avec le. Ouais, avec la Galerie Lafayette, Galerie qui est sur Lafayette. qui va utiliser 14 millions d'euros. Du coup, est-ce qu'ils ont offert aux premiers visiteurs des dongles USB-C? Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Allez, non, c'est des cartes postales. Des cartes postales, t'as eu cette année? Ah, bah, c'est Les magnifique. premiers qui ont eu Quelle la chance, qui ont générosité. bravé le froid dimanche dernier. Dernière rumeur. Ça en est Oui, vraiment une, celle-ci. Tu sais qu'il n'y a pas eu d'iMac classique cette année, ils n'ont On pas en parlait. renouvelé cette gamme. Peut-être que ça va arriver là à Noël, peut-être qu'ils attendent le début de l'année. Mais en fait, moi, je pense que s'ils n'ont pas renouvelé ces Macs, c'est parce que en fait, Intel a sorti des puces là assez puissantes. Ils commencent à avoir 6 cœurs, 8 cœurs sur des bécanes, sur des puces grand public, donc ils pourraient intégrer dans les iMac. Il y a AMD donc, qui a sorti les dernières Radeon 590, voilà, qui sont des 580 un petit peu boostés, bref. Mais il y a tout ce qu'il faut pour faire l'iMac en fait, mais ils le sortent pas. Et moi, je me demande si c'est pas un petit peu parce que tu vois l'iMac Pro il se vend pas bien, ils veulent essayer de tirer un peu dessus, et si le nouvel iMac il est aussi puissant voire plus puissant, il va y avoir un chevauchement de gamme, donc voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'iMac parce que c'est quand même c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'ordinateur qui a le meilleur rapport qualité-prix. Je pense qu'il y a pas mal de gens nous qui nous écrivent et qui attendent cette machine, donc je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu pour l'iMac, effectivement. Au prix à laquelle, il faudra faire attention au prix du renouvellement de l'iMac. Aujourd'hui, c'est une machine qui a un bon positionnement tarifaire. Demain, qu'est-ce qu'il en sera avec la politique actuelle de prix d'Apple? J'ai un petit peu peur. On va essayer d'y répondre. On va en parler du prix dans un instant. Faut-il acheter un Mac Mini? On y répond, et surtout quel modèle? On y répond dans ce prochain chapitre. Alors messieurs, faut-il acheter un Mac Mini? Déjà, pour quels usages et en fonction, et pour quel modèle, pour quels usages? Regardez les prix, tu le disais Didier, s'échelonnent de 899 à 4969 €. On est vraiment loin du Mac à moins de 500 € qui est arrivé en 2005. Le Core i3 est positionné à 899 €, 1249 € pour le Core i5 à 256 Go. Rappelons que le Core i3 a 128 Go. Le Core i7 est à 256 Go, est à 1489 €. Bref, pour quel modèle, quel usage, Didier, tu le conseillerais pour qui et pourquoi? Mais justement, comme c'est une machine pro, je pense que pour une fois, peut-être qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le prix. C'est-à-dire que si tu es dans la cible, t'as pas trop d'équivalent en fait. Quand tu vois le nombre de ports Thunderbolt, voilà, tu as l'Ethernet 10 gigabits sur les NUC. Moi, j'en ai pas vu de l'Ethernet 10 gigabits. Donc, il y a quelques petites choses quand même qui sont pas mal sur ces machines. 10 gigabits, il faut le préciser. C'est une option, bien sûr, mais tu vois, quand tu es dans le monde pro, par exemple, imagine, tu as un studio de musique, tu veux une machine silencieuse, tu veux une machine puissante, tu veux qu'elle prenne pas trop de place, t'as pas besoin de ressources graphiques, le Mac Mini, c'est idéal. Tu veux faire un petit serveur réseau dans ta boîte, tu veux pas un truc qui s'ouvre dans une armoire, le Mac Mini, c'est idéal. Et en fait, pour ces usages-là, il est pas si mal tarifé finalement, tu vois, il a un bon compromis. Et en fait, ça s'adresse à ces gens-là, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui des gens qui achètent des machines fixes, c'est quand même une minorité, surtout sans carte graphique et tout. Et là, en plus, dans ces usages-là, c'est vraiment très particulier. Donc voilà, tu as le réseau, tu as les musiciens, tu as même des fois de la bureautique. Tu veux un petit Mac simplement juste sous un bureau, tu vois, sur un comptoir, par exemple, un truc un peu léger, sans avoir tout l'iMac au-dessus. Je sais pas, tu as des contraintes au niveau des écrans, ça peut te faire une bonne petite chose. Ou dans une salle de projection, par exemple, tu veux mettre sur une télé, tu vas avoir un vrai ordinateur pour pouvoir lancer des démos, par exemple, je sais pas, en architecture. Pas trop gros dans ces cas-là. Alors justement, tu as comparé un petit peu avec le NUC d'Intel, donc qui est 4 fois plus petit, mais même si l'alimentation est externe, donc c'est un point important. Oui, alors... On est où en termes de tarification? Est-ce qu'Apple est un bon plan par rapport à ce que fait Intel avec les NUC aujourd'hui? Eh ben non, parce que clairement un NUC avec aujourd'hui un Core i5, donc c'est du NUC Bean Canyon qui est la dernière génération Intel, qui va être en Core i5 6 cœurs, donc tu as 6 cœurs et 6 threads, puisque tu n'as pas d'hyper-threading effectivement, c'est 529 €. Une fois que tu lui rajoutes ton SSD 500 Go plus 16 Go de mémoire, tu es à 740 € de budget. Et là où je tiquais un tout petit peu plus tôt, c'est que pour l'alimentation externe sur les NUC, il ne faut pas s'imaginer la brique d'une Xbox One ou d'une Xbox 360. Voilà, c'est un adaptateur secteur assez standard. Comparable à celui d'un téléphone portable, en clair. Ouais, c'est assez comparable. Oui, peut-être un tout petit peu plus gros, mais on n'est pas sur quelque chose de volumineux. Mais voilà, exactement. Effectivement. Donc, quels usages, si j'ai bien compris, messieurs, en conclusion de cette émission, c'est plutôt une machine
Multi-usage, on ne dit pas forcément un usage particulier, sauf si on va en faire un serveur. Ça fait un peu tout pour la bureautique, il n'y a aucun problème, vous l'aurez compris. Pour la vidéo, il ne faut pas trop le conseiller, sauf usage. Si vous faites que ça, non, il est mieux prendre un portable équipé d'une carte graphique ou un iMac, voire un iMac Pro, on est bien d'accord, il faut du GPU là-dessus. Donc plutôt pour des usages assez peu professionnels finalement, un massif familial et module et comment dire, multitâche, dirons-nous, pour faire un peu de tout, de la bureautique, de l'internet, un peu de vidéo, mais elle n'est pas vraiment spécialisée dans un domaine, peut-être à part pour le serveur, Didier, c'est bien résumé? Quelle entreprise va se dire, Non. tiens, je vais prendre des Mac Mini pour faire serveur? Quand il a c'est des vieux délirant. ordi, quand tu as des vieux ordi. Lors de l'Apple Event, lors de la keynote, ils nous ont montré des boîtes, notamment une qui est basée à Las Vegas, qui est équipée de milliers de Mac Mini de ce genre-là, hein, que ça permet de Oui, non, mais pour les Xserve, ils en avaient, il y avait Virginia Tech, rappelle-toi. Bien sûr. Mais les Xserve, quand tu discutais avec des ingénieurs réseau, ils disaient que ça consommait 3 fois ce que consommait un équivalent PC. Le système, il n'est pas du tout adapté. Enfin, macOS pour le réseau, ça va pour des PME, mais tu fais pas Enfin, il y a Amazon, il n'est pas sur Mac, quoi. Non. On est d'accord. Il y a aucune grande société qui va faire des fermes de serveurs sur Mac. Ou Donc, OVH, inversement, ce qui est bien, non mais là-dessus, ce qui est bien quand même au niveau réseau, c'est qu'effectivement, pour un petit réseau, tu vois, t'es 5-6 dans une boîte, même une vingtaine de personnes, ça peut faire un serveur de fichiers. En plus, si tout le monde est sur Mac, il y a certains outils qui sont bien adaptés pour ça. Donc voilà, l'usage réseau, il est plus là. Et puis le 10 gigabits, c'est génial parce que si tu as tout le réseau maintenant qui est en 10 gigas, tu peux vraiment transférer des fichiers à grande vitesse. Mais moi, je vois pas du tout des supercalculateurs branchés là-dessus. Enfin, arrêtez de rêver. Donc pour quoi. les pros, plutôt un usage serveur, un peu de graphisme, un peu de Photoshop, il n'y a pas de problème avec ça. Pour la vidéo, il faut passer plutôt sur l'iMac ou sur le MacBook Pro. J'espère qu'on a été le plus complet possible concernant cette présentation du Mac Mini. On vous rappelle un petit clin d'œil à notre sponsor Crucial qui vous propose de la RAM. On peut changer la RAM sur le nouveau Mac Mini, c'est une bonne nouvelle. Vous avez le choix entre des mises à niveau de 8, 16 et 32 Go sur le site de Crucial pour un montant maximum inférieur à 300 € en utilisant notamment les outils de compatibilité gratuits de Crucial.fr. Vous savez automatiquement et vous trouvez automatiquement les mémoires compatibles pour Mac Mini, c'est assez pratique. Crucial vous fait également bénéficier du retour gratuit pendant 45 jours et vous offre même la livraison gratuite. Mais ce n'est pas tout. À partir du 23 novembre, donc vendredi pour le Black Friday, bénéficiez jusqu'à 15% de réduction sur le SSD Crucial MX500. Donc le SSD, c'est ce qui remplace le disque dur, en version 250 ou 500 Go et ce pendant une semaine. Autre bon plan cette semaine avec notre partenaire InnoShield qui propose à l'occasion du Black Friday un bon plan sur ses coques pour iPhone et notamment la gamme CrashGuard ici, NX que j'ai ici en plateau et qui est particulièrement solide. J'ai pas peur pour le 10S Max. Les promos vont jusqu'à moins 60% de réduction et à quoi s'ajoute une réduction supplémentaire de moins 10% en tapant le code ORLM BF. Allez, l'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on passe tout de suite avec... allez, on commence avec Didier. Alors, puisqu'on parlait de stockage externe, et en fait, moi, mon coup de cœur, il s'adapte en fait à tous les Macs du moment, puisque donc t'as pas de SSD en interne de capacité suffisante. Et l'ACI, là, ils ont sorti un petit disque. Alors, attends, je vais te le montrer à la caméra, parce qu'il n'est pas encore vraiment dans le commerce. Je crois que tu le trouves que chez certains revendeurs. Enfin, vraiment, ça vient de sortir. Et en fait, c'est un tout petit SSD qui monte jusqu'à 2 Tera, qui est donc full USB-C. Qui est très très design, et puis il est pas très gros, je sais pas si tu vois par rapport à ma main, il est assez minus, un peu comme les Samsung là qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Ils sont assez performants, enfin 540 ms au seconde, hein, c'est du SATA 3, donc voilà, t'as pas non plus les gros débits de l'USB-C. Mais voilà, c'est un bon petit compagnon, et les prix, alors je crois pas qu'ils ont encore annoncé les prix, mais je dirais que c'est ni pas cher ni trop cher, c'est assez raisonnable. Donc voilà, si tu as acheté par exemple un MacBook Air ou un Mac Mini, ça peut être... en plus, tu peux l'emmener avec toi, quoi. Donc, Oui, le compagnon idéal. Merci Didier. De ton côté, Florian. Eh bien moi, pour ce premier coup de cœur, en fait, je voulais vous proposer ça. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit porte-câble en cuir que j'adore, qui m'a été offert par ma compagne. Vous trouvez ça sur les raffineurs, ça coûte 20 €. Et quand vous avez encore des écouteurs comme ça, qui ne sont pas les AirPods, ou que vous avez un gros casque Beats Audio avec un fil, ça vous sauve littéralement la vie. Voilà, ils sont livrés par 2, ça coûte 20 €. Le cuir est de super bonne qualité et je trouve que c'est en plus un bel objet. Oui, ça évite d'emmêler ces câbles. Merci Florian. Julien, de ton côté. Eh ben écoute, comme on parlait des PC et qu'on a un petit peu trop parlé d'Intel à mon goût, je vous ai ramené un composant AMD et en l'occurrence un Ryzen 7 2700X. Ah, c'est quoi que c'est quoi
C'est un processeur. Et là-dessus, sur ce magnifique Ryzen 7 2700X, tu as 8 cœurs d'exécution x86 et tu as 16 threads. Autant te dire que pour la bagatelle de 329 €, ce qui est somme toute très compétitif versus l'offre concurrente, ma foi, tu as plus que de la patate pour tes montages vidéo, notamment, mais aussi pour tes jeux. Et si tu te fais un PC pour Noël, par exemple, c'est un choix idéal. Ouais, c'est vrai qu'Apple n'a pour le moment jamais sorti de Mac sous puce AMD pour le processeur et réserve uniquement les cartes graphiques pour AMD. Ils préfèrent encore utiliser Intel et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parfois pourquoi. Stéphane, de ton côté. C'est Gaston le pompiste. Parce que je l'ai testé, là vous pouvez voir les images. Il y a une camionnette qui arrive en bas de chez vous. Vous pouvez même laisser la petite trappe d'essence ouverte. Le temps que je suis arrivé, j'ai mis peut-être 3 minutes, 4 minutes, le temps que j'arrive. Il avait fait les pneus et nettoyé la voiture un peu à l'extérieur, le pare-brise, etc. Donc vraiment du service plus. Et plus que cerise sur le gâteau, l'essence est beaucoup moins chère qu'en station. C'est vrai qu'à Paris, les prix se défient. Voilà, était 30 à 40 centimes le litre. Ouais. Donc en plus, donc c'est une forme. Vous êtes en panne. Avant, il fallait prendre le jerrycan, acheter le jerrycan, etc. Et en prendre pour quelques litres à des sommes folles. Là, on a quelqu'un qui vient. Et en plus, vous voyez, c'est très sérieux. Ils mettent une petite barrière de sécurité avec des petits plots, etc. C'est un service et c'est fantastique. Et vu que les prix, en tout cas à Paris, c'est vrai qu'ils sont un peu élevés, on a tous les avantages sans aucun inconvénient. On pourrait même ne plus aller à la station-service, ça viendra tout seul. De mon côté, regardez, vous avez ici un Mac Mini et regardez par-dessus, vous avez... Qu'est-ce que c'est, messieurs? Une plaque chauffante. Non. Un presse-papier. Non. Un GPU. Non. Florian? J'ai droit à une deuxième réponse. Non. Alors, c'est en fait un chargeur universel. Vous pouvez charger avec ça. En dessous, vous avez plein de ports derrière. Vous avez un port USB-C pour charger votre MacBook 13 pouces. On a fait les tests ce matin. Ça charge bien un 13 pouces. Vous avez des ports USB pour charger vos iPhones, vos iPads, tout ce qui est USB à la maison ou au micro USB ou Lightning. Donc, vous enroulez autour à l'intérieur. Il y a un petit rail à l'intérieur. C'est très discret. Donc, on ne s'en mêle plus les câbles comme pour le câble de son casque de Florian tout à l'heure. Et cerise sur le gâteau, regardez. Si je le mets par-dessus, ça charge. Bon, il n'est pas branché là. Mais ça charge mon téléphone. Il y a une charge à induction. Ça s'appelle le X-Move Electric Station. Donc, c'est une station de recharge qui permet de recharger tout ou presque un MacBook 13, un iPad, un iPhone en roulant discrètement les câbles autour du petit pavé. C'est discret et propre. Cerise sur le gâteau, vous avez vu, vous avez la surface en tissu qui cache un chargeur à induction. Et ce n'est pas trop cher. Son prix 69 €. C'est un cadeau très sympa pour Noël. Je pense qu'on le mettra dans notre prochaine émission qui sera une sélection de Noël. Ça s'appelle le X-Move. Le nom exact, c'est Electric Station. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Il a bien changé ce AirPower quand même. Chaque semaine, il va arriver. Tu es en train de me dire, Olivier, que sur ton bureau, en plus du Mac Mini Ikea, absolument en kit, à tout mettre en kit, il faut un truc quasiment aussi gros que le Mac Mini pour pouvoir charger tous tes iDevices. C'est un peu ça. Tu as raison, Florian, c'est assez volumineux, mais ça a l'avantage de concentrer tous tes appareils. Tu n'as pas besoin de multiplier les câbles secteurs, tu n'as pas besoin de te trimballer avec ton chargeur de MacBook Pro si tu as un modèle USB-C, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis, il n'y a rien sur l'ordi, donc c'est quand même assez agréable. Donc, je trouve ça plutôt une bonne idée et c'est pas trop cher. C'est la fin donc de ce 313e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Nos prochaines émissions qui seront consacrées, si tout va bien, au coup de cœur de Noël. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.